Paris ne s'est pas faite en un jour, continuons le combat. Ce 7 novembre, M. Macron est venu sur le département des Ardennes. Quelques militants sont intervenus pour tenter d'éteindre l'incendie qui se propage à grande vitesse. C'est la taxation massive du gouvernement. Il faut dire les appels pour durcir la contestation se multiplient sur les réseaux sociaux avec plusieurs dates relais. Le 7 novembre avec l'appel de groupes populaires à manifester, le 17 novembre avec l'opération des Gilets jaunes. Nous Français demandons à prolonger la lutte dès maintenant, et au-delà du 17 novembre avec une proposition concrète ce soir, on ne rentre pas chez nous. Sous-entendu, on passe à un nouveau cap dans la mobilisation, et nous resterons sur les lieux à la fin des manifestations avec nos duvets et nos bonnets. Nous demandons que tout corps de métier, public et privé, étudiants, lycéens, apolitiques ou autres à rejoindre ce mouvement. Il prend aux pauvres pour donner aux riches. Il renforce les forts, il affaiblit les faibles. Pour les modestes, baisse des retraites via la CSG, baisse des APL pour les locataires, suppression de contrats aidés, moins d'indemnités pour les licenciés. Et, à l'inverse, fin de l'impôt sur la fortune pour les actionnaires. La retraite ne doit plus être l'antichambre de la mort, mais une nouvelle étape de la vie. Voilà ce qu'en disait Ambroise Croizat, à la Libération. Le prix du gaz, on a réglé le problème en se chauffant plus. Le tabac fait un tabac, augmentons ça rapporte. Santé ça coûte, la solution je me soigne plus, fermons boutique. Et à quoi vous carburez, essence diesel moi c'est Monsanto, huile de palme et déforestation, multinationale allez je vous taxer. Vous servez pas l'État, faut polluer. La France et le monde est une poubelle nucléaire au service des multinationales, c'est la coupe du monde mes chers moutons. Acceptez quelques coupes de projets de loi accompagnés de taxes en apéritif arrosés de glyphosate. Tenez votre assiette, au menu en entrée, 1 litre d'eau polluée plat, poisson farci au plastique en dessert, gelée de nanoparticules. Voilà la modernité de notre président. Majorité LR, centriste et indépendant, ce texte entend prévenir les violences lors des manifestations et sanctionner leurs auteurs. Une proposition de loi qui se veut une réponse aux violences du 1er mai. On écoute le sénateur Retailleau. Désormais, lors de chaque manifestation, nous assistons trop souvent à un déferlement de violence de plus en plus préoccupant, de la part de groupes d'individus de plus en plus déterminés, mais aussi de plus en plus organisés. L'objectif de cette proposition de loi est donc de renforcer notre législation pour l'adapter au mode d'action de ces groupes. Et pour cela, je vous propose que la loi donne aux responsables de la sécurité publique, mais aussi aux forces de l'ordre, les moyens d'agir en créant de nouveaux dispositifs à la fois préventifs, mais aussi répressifs. Préventifs d'abord. Ainsi, des fouilles ciblées doivent pouvoir être organisées en amont et pendant ces rassemblements. Il doit être possible pour le préfet d'interdire à des individus violents de participer à ces manifestations. Au terme de la proposition de loi, les préfets pourront prononcer des interdictions personnelles de manifester, assorties le cas échéant d'une obligation de pointage dans un commissariat ou une gendarmerie. Ces interdits de manif seront par ailleurs inscrits dans un fichier national les recensant. Le texte indique que la décision d'interdiction du préfet s'appliquera à toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. Quelles sont ces raisons sérieuses? Que la personne en question se soit déjà rendue coupable de violence à l'occasion d'une ou plusieurs manifestations sur la voie publique. Mais si l'individu n'a pas commis de violence par le passé, nous dit la proposition de loi, il suffit qu'il appartienne à un groupe ou entre en relation de manière régulière avec des individus incitant, facilitant ou participant à la commission de ces mêmes faits violents. Je le confesse au préfet de police de Paris, je tombe sous le coup de cette loi. Il faut m'interdire de manif. Je connais des militants anarchistes qui veulent détruire l'État depuis parfois un demi-siècle.
Je croise des militants corses qui ont de la sympathie pour la lutte armée, des trotskistes qui veulent renverser le capitalisme, des opposants au glyphosate qui travaillent à la ruine de Monsanto-Bayer. Je connais encore des syndicalistes qui veulent mettre à bas le CAC 40, sans parler de ces millions de gens qui veulent changer de président ou de constitution, au besoin en multipliant les manifestations de rue, les grèves et les occupations avant le prochain scrutin. Bref, à ce compte-là, par capillarité, il est aisé de criminaliser tout le mouvement social et toute opposition. Voilà donc instaurer un délit d'intention. Ce n'est plus la commission d'une infraction qui est réprimée, mais le fait que tel ou tel individu puisse, selon la police, la commettre à raison de ses fréquentations ou de ses sympathies. C'est le retour de la loi anti-casseurs, abrogée par François Mitterrand à son arrivée au pouvoir en 1981. L'extension du délit à tout un groupe, voire à l'ensemble d'une manifestation. Tous coupables. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère, comme disait le fabuliste. C'est la porte ouverte à l'arbitraire le plus absolu. Car cette proposition de loi confie à une autorité administrative, et non à un juge garant du débat contradictoire, le pouvoir de dire qui peut descendre dans la rue. Certes, les interdits de manif pourront toujours former un recours devant le tribunal administratif. Mais les délais de jugement étant ce qu'ils sont, il s'écoulera bien des mois avant qu'on ne les retrouve derrière une banderole. Les sénateurs de La République En Marche, minoritaires au Palais du Luxembourg, ont voté contre la proposition de loi. Pas parce qu'ils la jugent liberticide, mais parce que le gouvernement a dans ses cartons un projet analogue au texte adopté par les sénateurs. En juin dernier, un groupe de travail sur les manifestations violentes a été mis sur pied. Il rassemble responsables policiers et hauts gradés de la gendarmerie. Écoutons ce que nous en dit le nouveau secrétaire d'État à la sécurité intérieure, Laurent Nunez. Ce groupe, qui réunit encore une fois des opérationnels, des responsables des directions générales de la police, de la gendarmerie, rendra ses conclusions le 15 janvier prochain et est chargé de formuler des propositions qui auront vocation à nourrir, lors de son cheminement ultérieur, le texte dont vous discutez aujourd'hui. S'il est adopté ce soir, donc aura vocation bien évidemment à être nourri, abondé de la réflexion que mène le groupe de travail qui a été mis en place par le gouvernement. Alors pourquoi je dis nourrir cette réflexion? D'abord parce que si certains dispositifs qui sont inclus dans votre proposition de loi nous paraissent ne pas manquer de pertinence, il nous semble qu'ils nécessitent encore un travail d'examen complémentaire et de réécriture pour qu'ils soient pleinement opérationnels. Et nous aurons l'occasion d'en débattre et d'en discuter à l'occasion de la discussion sur les articles. Il en est ainsi de la création d'un périmètre de protection permettant le contrôle des personnes pendant les 6 heures précédant une manifestation, de la possibilité pour l'autorité administrative d'interdire à toute personne susceptible de se livrer à des violences de participer à une manifestation. Il en est également ainsi de la création d'un fichier des interdictions de manifester, ou encore de la transformation de la contravention de 5e classe de dissimulation illicite du visage à l'occasion d'une manifestation, transformation en un délit, permettant ainsi une signalisation de la personne, un placement en garde à vue et l'engagement d'une procédure rapide. Vous avez bien compris, le gouvernement trouve le texte mal fichu, mais il juge pertinentes les mesures les plus liberticides de ce dernier. Socialistes et communistes ont voté contre la proposition de loi. Membre de ce dernier groupe parlementaire, la sénatrice Éliane Assassi a ferraillé en vain contre le texte. Cette proposition de loi rogne clairement sur les libertés publiques, quoi qu'en disent ses défenseurs. Elle rogne notamment sur la liberté de manifester et nous laisse craindre une mise en place progressive des conditions permettant à terme de mettre fin à toute manifestation. Comme l'a évoqué mon collègue Pierre-Yves Collombat en commission, ne peut-on pas neutraliser quelques individus ultra-violents autrement qu'en violentant, une fois encore, les libertés publiques et en s'en prenant au code pénal? Il est très inquiétant de constater que les articles 1 et 2 sont directement issus de la législation antiterroriste, telle qu'aggravée l'année dernière, suite aux nombreux renouvellements de l'état d'urgence et à l'instauration, dans notre droit commun, d'un certain nombre de dispositifs déployés dans ce cadre précis de menaces terroristes. Le droit d'exception continue donc de polluer notre droit commun au détriment des libertés individuelles et publiques. La proposition de loi doit maintenant être examinée par l'Assemblée nationale. Puis il y aura une navette entre les deux chambres. Mais il y a fort à craindre que le pouvoir exorbitant accordé au préfet soit confirmé avec le renfort du gouvernement. Ce serait un recul de nos libertés démocratiques. Mais non, j'oublie pas d'où je viens. Non, j'oublie pas d'où je viens. Non, j'oublie pas d'où je viens.
Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui galèrent. Il y a aussi beaucoup de gens, quand ils sont dans l'État, les services sociaux, qui servent dignement et qui veulent faire de leur mieux. Vous savez pas ce que c'est d'être. Mais moi, je suis pas né dans une grande école. Moi, je suis pas un enfant de grande école. Moi, je suis pas un enfant de grande école. Ce qu'on fait, on n'est pas cycliste, on fait rien de mal. Non, ben pourquoi pas? Expliquez-moi pourquoi. Expliquez-moi. Expliquez-moi. Vous savez même pas parler? J'ai le retour, j'ai le retour. Pour manifester contre la politique générale de Macron. Et là, je me rends compte que je parlais de lui en quelqu'un de dédaigneux, de méprisant, mais c'est encore plus pire que ça. C'est un dictateur, c'est du totalitarisme. On est juste là quoi, une trentaine, avec des gilets jaunes et une chanson. On fait juste ça. Et vous voyez comment on nous traite. Et voilà, moi j'ai travaillé toute ma vie pour l'État. J'ai travaillé toute ma vie pour l'État. Et pour en arriver là... Je sais pas si vous m'entendez, Sophia, mais regardez ces images impressionnantes ici à Albert. Des gilets jaunes, ils étaient une petite dizaine, pacifiques, à attendre le cortège d'Emmanuel Macron. Et ils viennent de se faire expulser manu militari par une dizaine de CRS. Regardez ces images de Florian Paume, des gens en larmes, des gens qui se font expulser par les CRS alors qu'ils n'étaient qu'une dizaine à attendre pacifiquement, et je tiens à le préciser, le cortège d'Emmanuel Macron qui devrait arriver d'ici 1 heure maintenant. Des gens qui sont en fauteuil roulant ont été expulsés de l'endroit où ils se trouvaient. Regardez les images de Florian Paume, cette évacuation continue en ce moment même devant les caméras. Là, vous n'êtes pas juste avec le gouvernement. Faites votre calcul. Non. Mais c'est pour je ne suis pas d'accord avec vous. Alors, ça, je suis en carburant, mais le carburant, c'est pas Bibi. Mais c'est vrai, et je les assume. À 60%. J'essaie de vous expliquer les choses point par point. Faites-moi le calcul honnête. Qu'est-ce que vous avez gagné en taxes d'habitation? Qu'est-ce que vous avez payé en CSG? Moi, je fais le pari que vous avez été gagnant, même cette année. Et l'année prochaine, on va encore vous enlever un tiers, celle d'après. Ça ne compensera pas ce qu'on subit financièrement. Ça, mais non. Cher monsieur, déjà faites votre calcul avant d'accuser le gouvernement. Donc ça, c'est mon premier point. Il faut regarder les choses dans leur ensemble et pas simplement être dans la dénonciation. Ensuite, le carburant. Il faut faire une politique pour relancer le travail. Mais c'est ce qu'on fait. Alors là, c'est pas en grignotant sur les Français. Mais on grignote pas sur les Français. Les chômeurs, là, vous trompez pas. Retraités, mais comment on relance le travail? On grignote. En sautant sur un cabri sur sa chaise en disant il n'y a pas de riches en France. Je suis bien d'accord. Quand on supprime les taxes d'habitation, c'est pour les classes moyennes. Quand on fait tout ça, c'est pour les classes moyennes. Alors vous me parlez ensuite du carburant et du prix du carburant. J'ai expliqué ce matin. Prix du carburant, quand aujourd'hui vous parlez de l'augmentation, ce qui est vrai, je la vois comme vous. Oui. Mais il faut regarder aussi d'où elle vient, l'augmentation. À 80%, aux 3/4. Ça dépend selon le samplon, le gasoil. Aux 3/4, elle vient des cours mondiaux. Donc, si on veut y répondre, c'est de la stabilité politique. C'est quand vous me voyez parfois loin à me battre sur les terrains internationaux, c'est aussi parce que ça sert à ça. Ça évite que les choses s'embrasent. Bon. Ensuite, oui, il y a des impôts. Il y en a toujours eu sur le carburant. Ces impôts,
c'est aussi ceux qui permettent de financer les énergies renouvelables, les nouvelles formes de mobilité, tout ce qui va changer. Et on aide, on investit ces impôts parce qu'on aide aussi les Français, à changer. Vous écrasez les gens tout de suite. Non, on n'écrase personne. Avec le carburant. Non, on n'écrase personne. Les gens ne peuvent plus travailler correctement. Non, alors je vais vous dire, là vous avez raison, il faut accompagner parce que... Il faut faire quelque chose, là. Je l'ai dit. Pas possible. Je l'ai dit. Il y a des gens qui ont... Alors vous avez raison, d'abord c'est leur outil de travail. On n'écrase pas, mais les mêmes gens, ils nous disent avec impatience, moi j'en ai marre que ma gamine, elle ait la bronchiolite, qu'on respire plus un air, qu'on continue à émettre. Donc, vous voyez, on est parfois paradoxaux. On est tous, dans notre quotidien. C'est pas ça qui va relancer l'économie en plus. Si, ça va relancer l'économie parce qu'on relance de l'emploi industriel, y compris dans la région. Pourquoi? Parce que on investit, nous, pour la nouvelle manière de se déplacer. C'est-à-dire, on va toujours avoir de la voiture. Mais là, vous allez écraser les entreprises de transport, alors non, public, les gens qui travaillent. Non, on les écrase pas. On les écrase pas. Vous allez voir, vous allez avoir une baisse d'activité dans on va voir. J'ai peur que je devrais être votre conseiller, parce que je pense que c'est mauvais, vos conseillers. Mais quand on change des choses, on bouscule les habitudes. Donc ça crée des humour, parce que mais bon, moi aussi, c'est pas non plus la guerre. Mais dans notre région qui a connu beaucoup la guerre. Mais exactement. Mais je vous dis les choses. Quand on change les habitudes, les gens sont pas forcément contents. D'abord, moi je vous le dis, il faut regarder les deux bouts. Vous me parlez que de la CSG, je vous dis, regardez en face les baisses des cotisations, regardez la taxe d'habitation, soyez juste. Et regardez les chiffres pour le pays, ils ont été donnés aussi, il faut les entendre. Le pouvoir d'achat au total, il a augmenté. 1,6%. Ben non, mais c'est vrai. Les chiffres macroéconomiques ont augmenté. Après, c'est la réalité qu'il faut accompagner. Cours sous les jours. Et si, non mais je vois bien les prix. Et je voulais vous répondre à votre question complète sur le carburant. Sur le carburant, là où vous avez raison, je l'ai dit ce matin et je l'ai dit encore il y a quelques jours. Les gens qui sont obligés, eux, de se déplacer pour aller travailler, ou les gens qui ne peuvent pas changer de chaudière, parce que parfois ils ne sont pas raccordés au gaz, etc. Tous ceux qui peuvent, on les aide au changement. On leur met, il y a une prime au changement au véhicule qui n'a jamais été aussi importante, y compris pour acheter de l'occasion. On fait des primes à la chaudière. Mais ceux-là, il faut qu'on va trouver un mécanisme pour les accompagner et leur donner une aide tant que les prix sont si hauts. Comme je vous le dis, on ne maîtrise pas tout parce qu'il y a les cours mondiaux, mais là, il faut qu'on les accompagne. Parce que là, c'est vrai qu'ils sont un peu otages. Pourquoi vous nous massacrez? Pourquoi nous? Non, je massacre à peine personne. 2000 avec mon mari, on nous baisse encore les Je retraites. massacre personne. Sentez-le, moi, parce que vous allez le sentir le 17 novembre, vous allez le sentir en France. Je le sens chaque le jour et gros j'ai pas malaise qui attendu. arrive. Je l'entends, je vais pas tout changer du jour au lendemain. Mais je considère qu'il est tout à fait légitime que nous rendions hommage aux maréchaux qui ont conduit aussi l'armée à la victoire. Et le maréchal Pétain a été pendant la Première Guerre mondiale aussi un grand soldat. Voilà, c'est une réalité de notre pays. C'est aussi ce qui fait que la vie politique, comme l'humaine nature, sont parfois plus complexes que ce qu'on voudrait croire. On peut avoir été un gros soldat à la Première Guerre mondiale et avoir conduit à des choix funestes durant la Deuxième. Si ça commence par là, en nous expliquant qu'il est légitime que la République rende hommage à celui qui va tuer la République pendant 4 ans, parce que c'est ça le maréchal Pétain. Cet homme, il n'est pas légitime que la République et celui qui la représente lui rendent hommage. Voilà. Honorer Pétain en même temps que les 7 autres maréchaux. J'ai envie d'en payer un mot un peu fort, mais c'est pour moi ça vient de la mémoire. Il n'a jamais été question d'avoir une célébration individuelle pour le maréchal Pétain, mais il y avait de ma part la volonté d'avoir la reconnaissance de ce qu'a fait l'armée française et de rester à un hommage individuel des 5 maréchaux clés, mais de reconnaître le rôle de l'ensemble des maréchaux. Voilà. Il fait froid
On rallume le chauffage et voilà une nouvelle augmentation des prix du gaz. En ce 1er novembre, c'est plus 5,8% en moyenne pour les tarifs réglementés appliqués par Engie. 4,5 millions de foyers concernés et environ 20% de hausse depuis le mois de janvier. 2 explications, l'augmentation des cours du gaz naturel, mais aussi la hausse des taxes. Et oui, encore elle, Jean Gobert est le médiateur national de l'énergie. Il y a à peu près un an et demi, le gaz sur le marché international se payait 16, 17, 18 euros le mégawattheure. Aujourd'hui, il se paie 10 euros de plus le mégawattheure. Donc forcément, ça se retrouve sur la facture. Le meilleur moment, ça aurait été d'augmenter les taxes carbone quand le prix du gaz baissait. C'est ce qu'on n'a pas fait, on n'était peut-être pas prêt à le faire. Bien sûr, les gens auraient dit c'est dommage, mais ça n'aurait pas impacté leur budget. Cette fois-ci, ça impacte considérablement le budget. D'autant plus que beaucoup de familles ont déjà des budgets très serrés. Paula a commencé sa tournée à 6 h ce matin. Tous les jours, elle voit une vingtaine de patients chez eux pour effectuer des actes médicaux qu'elle aimerait qu'on revalorise. On est payé à l'acte. Le premier acte est payé à 100%, le deuxième à 50%, le troisième, quatrième, cinquième, il est gratuit. Donc ça n'est pas comptabilisé à la sécurité sociale, donc c'est invisible. On est un peu les professionnels de santé de l'ombre. Des professionnels de santé de l'ombre qui redoutent que cette réforme dévoilée demain par Emmanuel Macron enferme encore un peu plus leur profession dans un second rôle. Ils effectuent pourtant des soins essentiels, les soins de proximité. On est dans la vie des gens. En fait, on est dans le lieu où ils vivent, où ils circulent, où il y a les aidants, les proches, l'environnement. Et donc, c'est important de s'imprégner, d'être au courant pour pouvoir avoir une bonne observation et repérer ce qui va, ce qui ne va pas. Et lorsque l'on évoque la création d'un nouveau métier, celui d'assistant médical, pour structurer ces soins de proximité. Il n'en est pas question. Les infirmiers, on n'est pas des assistants médicaux, on est des professionnels de santé à part entière. Et c'est important de le prendre en compte. On a des compétences qui nous sont propres et qui permettraient d'apporter des réponses simples dans une stratégie globale en collaboration et coopération avec les autres professionnels de santé. Certains syndicats envisagent déjà une grève des soins pour manifester de leur ras-le-bol. Vous croyez en la démocratie selon le fait de pouvoir élire ses représentants élus selon la règle de la majorité des citoyens, le droit de grève et du droit de manifester, ou la devise liberté, égalité, fraternité, mais cela ne signifie pas qu'on est en démocratie. En démocratie, les citoyens ont à leur disposition des moyens légaux pour contraindre les gouvernants à mettre en place les solutions voulues par la majorité des citoyens, plutôt que de nous pénaliser nous-mêmes par des grèves ou manifestations. La démocratie, c'est la liberté d'opinion, où chaque citoyen sont libres de s'exprimer et de propager leurs opinions, mais également où chaque décision politique doit être conforme aux désirs de la majorité des citoyens qui désirent prendre part à la décision. Ces conditions de la démocratie ne sont pas respectées en France et dans l'Union européenne. Dans notre système politique actuel, les politiques sont élus, prennent des décisions, écrivent des lois, signent les traités internationaux, engagent des dépenses que des générations futures devront rembourser, mais nous, où nous sommes ? La réponse, nulle part. Ils ne vérifient même pas si la majorité de la population est d'accord avec chacun de leurs actes, et même souvent en sachant si la majorité de la population n'est certainement pas d'accord avec certains de leurs actes, ils le votent ou le mettent en application. Nous sommes victimes du lavage permanent des cerveaux de la part des politiques, qui parsèment constamment leur discours du mot démocratie, mais ne la mettent pas en pratique, et pour brouiller les pistes nous inventent des nouvelles définitions du mot démocratie pour se maintenir au pouvoir sous des déguisements de démocratie, eux et les cercles de pression qui les entourent. Pour ces raisons nous n'y voyons en effet plus très clair qu'est-ce que la démocratie. Pour évoluer vers la démocratie, il faudrait déjà que l'on sache ce que signifie démocratie. Désigne le plus souvent un régime politique dans lequel les citoyens ont le pouvoir. Démo signifie territoire, de DST, partagé, puis ensemble des citoyens, et krato, pouvoir.
Actuellement nous ne sommes pas réellement en démocratie mais en oligarchie. Une oligarchie est une forme de gouvernement où le pouvoir est réservé à un petit groupe de personnes, qui forment une classe dominante. La Suisse est le seul pays de la planète où le peuple exerce directement son pouvoir grâce à une initiative populaire, qui est un mécanisme de démocratie participative, qui permet à un certain nombre de citoyens, par un nombre de signatures fixées à l'avance, de saisir une assemblée législative, ou le peuple par référendum, afin qu'il statue sur une proposition de loi. Pourquoi ne pas mettre ce système en place? Pourtant la révision constitutionnelle de 2008 avait prévu le référendum d'initiative populaire. La loi pour l'application de cette mesure n'a toujours pas été adoptée. Redonnons le pouvoir et la vraie démocratie à nos citoyens.